Bonjour et merci de nous recevoir, si je puis dire, pour présenter ce projet Locus Solus, donc, qui s'est réalisé à Bordeaux. Nous remercions particulièrement la London Architecture Foundation et Arc en Rêve pour cette visibilité de ce projet qui a été une opération extrêmement singulière. C'est un projet donc de logement social, c'est-à-dire que ce sont des locataires euh, qui sont logés par un bailleur public, qui est une... C'est pas spécifiquement français, mais disons qu'en France, c'est quelque chose d'assez important. Donc, il se situe à Bordeaux, dans un quartier de Bordeaux qui est assez singulier à l'échelle nationale, c'est-à-dire que c'est un grand ensemble qui a été construit dans les années 60, et sa particularité est qu'il est inclus dans la ville historique. Voilà, vous avez ici une vue aérienne et vous voyez le quartier du Grand Parc, donc qui a été dénommé ainsi en raison de la qualité de ces espaces verts, de ces jardins publics. Donc c'est un vaste quartier et nous, notre projet se situe sur une frange nord-ouest. On voit sur cette image le boulevard ici périphérique, donc qui délimite la partie historique de la ville. Là, on voit bien la typologie du Grand Parc, hein, donc, qui est constitué de tours et de bars. Et nous, notre site est ici, sur la frange nord-ouest, donc il est vraiment à la limite nord-ouest du site. Ce télescopage entre la ville historique et puis ce quartier, là on le voit très bien sur cette photo, hein, c'est-à-dire que bah, voilà, on a la ville 19-18e au premier plan et là se juxtapose cette cité qui a été construite dans les années 60. Ça, c'est la barre que l'on voit là. Donc je pense que vous allez l'évoquer dans d'autres vidéos, c'est ce qu'on a appelé le GHI. C'est une barre qui a été réhabilitée par l'équipe Lacaton Vassal, Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal. Nous, on est situé hop, un petit peu plus sur la gauche. Voilà, cette cité des années 60, elle a été construite pour accueillir les rapatriés de la guerre d'Algérie, quand l'Algérie a été indépendante. Et donc, elle a été construite un peu dans l'urgence, mais avec un grand souci de qualité, en particulier des espaces publics qui sont extrêmement qualitatifs, et aussi des équipements publics. C'est toutes les parties, les bâtiments bas que l'on voit, qui ont été, donc ça s'appelait la grille Royer, du nom de l'ingénieur qui avait en charge cette répartition. En fonction du nombre d'habitants, il y avait un certain nombre d'équipements publics qui étaient alloués. Et la singularité justement de ce quartier, c'est qu'il y a beaucoup d'équipements publics, une bibliothèque, un centre social, une salle des fêtes, une piscine, etc., etc. Voilà, donc l'origine de ce projet, c'est Bernard Blanc, qui était directeur général donc, de cette société publique, de ce bailleur public de Bordeaux, qui, au fil des visites comme ça qu'il a pu mener dans des appartements, se dit, mais finalement, malgré l'interdiction, les habitants, les locataires, modifient leur logement, et ils le modifient plutôt bien, c'est-à-dire que c'est plutôt en général bien fait, c'est plutôt malin, et en fait, ils apportent une certaine expertise dans voilà, la réalisation de ces logements. Et donc, il se dit, mais finalement, pourquoi ne pas associer d'emblée les locataires à la conception de leur logement dans une opération? Et pour ça, il lui vient cette référence littéraire de Locus Solus, donc, qui est un roman de 19e, qui est un roman un peu de science-fiction, un peu fantastique, qui décrit en fait un homme qui voyage et qui, sur la fin de sa vie, regroupe sur son domaine un certain nombre de souvenirs de voyage. Et donc ce lieu est à la fois un lieu unique par l'étendue de ses souvenirs, et à la fois c'est un lieu plein de singularités. Et c'est vraiment ce qu'on voulait et ce à quoi on était associé, c'est-à-dire un lieu à la fois unique, un ensemble, et à la fois qui exprime les singularités de ses habitants. Pour autant, c'est pas juste des logements, c'est un lieu d'habiter, c'est-à-dire ça va traiter des relations des gens entre eux et ça va traiter des relations de ce lieu avec la ville, avec son environnement. Ce lieu, justement, le voilà. C'est donc cette partie qui est un peu heureuse. C'est un parking, en fait.
Donc, on retrouve le boulevard historique, là, au nord-ouest, ici, et on voit qu'il est délimité par, à l'est, une barre Odéon, au sud, Thalia, au nord, on a une tour, Ravel, et à l'ouest, on a ce vaste domaine qui s'appelle le domaine de Cluny, qui est en fait un grand jardin classé, et qui, évidemment, tout de suite attise notre convoitise. Originellement, voilà comment on aborde le sujet. On se dit, OK, c'est du logement social, on va associer les habitants. Nous, ce qu'on voulait surtout, c'était comment on utilise les ressources à notre disposition. Et c'est surtout ça qui est important. Des ressources, on en a. Comment on les utilise? Et donc, pour ça, on s'est souvenu du prototype de la première de chevaux. Et ce prototype-là, en fait, voilà, le cahier des charges était très simple, il était extrêmement fonctionnel. Et on mettait de l'argent uniquement là où on devait en mettre. Et donc, bah, s'il fallait qu'un phare, parce que deux, c'était trop cher, on mettait qu'un phare. S'il fallait un seul essuie-glace, il y avait qu'un seul essuie-glace, mais c'est une voiture extrêmement légère, une voiture qui consommait très très peu. Par contre, le plaisir était quand même très présent puisque c'était une décapotable. Nous est venue à ce moment-là cette idée d'un célèbre pionnier de la pédopsychiatrie qui s'appelle Winnicott, un, un drôle de personnage qui avait défini comme ça, autour du mot jeu, et en anglais il y en a deux, play and game. Justement, ça regroupait bien l'ensemble des contraintes que l'on voulait, l'ensemble du chemin que l'on voulait tracer, c'est-à-dire à la fois avoir des règles, les règles du jeu, à la fois avoir du plaisir. C'était important pour nous, la notion de plaisir, de rêve, de découverte, etc. Et à la fois, il y avait aussi une autre dimension dans l'idée du jeu qui nous intéressait beaucoup. C'était en français, en tout cas, c'est la capacité qu'a ce terme de désigner le mouvement, la liberté qu'on laisse entre deux pièces mécaniques pour qu'il y ait du mouvement. Et donc, cette liberté-là, il fallait absolument qu'on la trouve. Donc, on a été sur place, on y a passé pas mal de temps parce qu'on a un chien et donc on balade le chien. Et voilà, donc là, on retrouve notre site. Donc, c'est un parking. C'est un parking tout à fait anonyme, hein, qui a été fait dans les années 60, avec des arbres qui n'ont pas vraiment réussi à pousser, et un certain nombre voilà, de pratiques qui se développent en fait sur ce parking. C'est-à-dire qu'à force d'y rester, on se rend compte bah, voilà, que les gens ils réparent leur voiture, que les enfants bah, ils jouent au foot. Il y a une école juste à côté, donc on voit les parents qui accompagnent leurs enfants, etc. Donc tout un tas de liens comme ça. On s'est dit quand même que ces biens-là, ça faisait 50 ans qu'ils existaient, qu'ils étaient assez précieux. On s'est rendu compte aussi que les gens, ils arrivaient très bien à se garer. Ce qui n'est pas un détail, puisque quand on construit un bâtiment, on est obligé de délivrer un certain nombre de places de stationnement supplémentaires, et que ces places de stationnement-là, dans notre cas, nous coûtaient extrêmement cher. Et donc l'idée est venue, à ce moment-là, de se dire, ben, finalement, si on ne construisait pas de parking, si on se satisfait de ce qui existe en l'adaptant, en l'améliorant, en le rendant plus efficient, les places étaient très grandes, ben, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de créer de parking et que le jeu qu'on cherchait chez Winnicott, ce jeu qui permet la liberté, qui permet le mouvement, ben, en fait, on l'avait tout simplement sans toucher au parking. Et donc, voilà ce qu'on a présenté. C'était la première esquisse qu'on a présentée sur laquelle on a été sélectionné, qui est un dessin tout pourri. On fait bien mieux d'habitude, mais là, il est vraiment voilà, tout pourri, mais c'est volontairement. Lui aussi, il laisse du jeu, il laisse de la place. Et voilà, ce qu'on propose, c'est on touche pas au parking, on l'améliore, on crée des places simplement en redistribuant. Et au-dessus, avec l'argent qu'on a économisé, on crée un vaste site, une vaste dalle qui fait à peu près 2000 mètres carrés, sur laquelle, sur la partie, donc, si vous vous souvenez, qui est face à l'espace vert, on va créer une vaste ferme urbaine. On a jeté l'idée comme ça, un peu avec Aquitanis, le bailleur, mais c'était aux habitants après de s'en saisir ou pas. Sur la partie nord, on a créé une structure d'accueil, une espèce de vaste échafaudage dans lequel on se dit, bon, ben là, il y aura des logements, peut-être qu'il y a des endroits où il n'y en aura pas, peut-être qu'il y en a, on sait pas trop comment ça se passe. Ce qu'on sait, par contre, c'est que c'est distribué sur la partie nord par de vastes coursives. Ça, c'était une idée du départ. On a l'idée aussi que si on veut du jeu, toujours dans l'idée de chevaux, il faut absolument qu'on fasse des choix et des choix radicaux. Et cette dimension-là nous intéressait particulièrement dans l'habitat participatif, où on sait que les choix, des fois, ben, c'est plus de la compromission ou du consensus. Nous, on a travaillé sur du consensus. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, à partir du moment où on a été sélectionné par Aquitanis,
que les habitants sont rentrés en jeu. Et donc, pour obtenir ce consensus, bah, on les a fait voyager. C'est-à-dire qu'on a pris un minibus chez Aquitanis et hop, on est parti à Saint-Nazaire, on est parti dans plein d'endroits avec les habitants pour ce qu'on a appelé la montée en compétences. Pour ça, on a été aidé d'un médiateur, qui est la personne avec le drôle de pantalon orange ici, qui a été un personnage absolument incroyable, qu'on a inclus dans notre équipe, nous, de maîtrise d'œuvre, et pour nous, c'était très important qu'il soit du côté de la maîtrise d'œuvre. Ça a été un des grands enseignements du projet. C'est que c'est lui qui a réussi à faire émerger la parole des habitants, qui est un exercice extrêmement difficile. On le sait bien en commande privée, faire parler une famille, c'est très dur. Lui, il a pu faire parler 20 familles, puisqu'au départ, il y avait 20 familles sélectionnées qui sont venues, en fait, même pas sur invitation, qui sont venues de leur plein gré suite à un affichage. Et donc, Christophe Beroy a réussi à faire émerger cette parole-là, à rendre le consensus possible et à dégager des options communes, ce qui a permis comme ça d'avoir un certain nombre de choix qui ont permis cette radicalité qu'on a appelée de nos voeux avec justement la deux chevaux et tout ça. Et donc, il y a eu deux types de réunions. Il y a eu des réunions en plénière, ce qu'on appelle en plénière, c'est la photo qu'on a ici en bas à droite, où on a, avec Sigrid, donc, qui est mon associé, on a animé comme ça, avec Christophe, des réunions sur lesquelles on a fait émerger une parole commune, avec des choix communs. Ça a été, par exemple, le fait que, oui, on voulait une ferme urbaine, que oui, les habitants voulaient que au Reddal, il n'y ait pas de logement, mais qu'il y ait d'autres activités pour faire venir la ville. Et ça a été aussi quelque chose de très important pour nous. Le mouvement moderne, on le sait, a créé une véritable tabula rasa. L'exemple de Le Corbusier en est un. Et finalement, nous, on s'est dit, mais finalement, ce mouvement moderne qui a créé cette tabula rasa, on ne va pas recommencer une tabula rasa. C'était aussi cette idée de construire au-dessus et de construire dans le prolongement de l'espace public. Donc cette grande dalle, cette grande ferme urbaine, elle est publique. Si vous passez par Bordeaux, vous pouvez accéder à cette ferme urbaine avec les habitants qui ont leur lopin de terre. Cette continuité de l'espace public, pour nous, elle est très importante parce que c'est quand même un peu l'impensé du mouvement moderne, hein, c'est-à-dire comment on fait pour créer ce qu'on a appelé cette oignon, hein, c'est-à-dire on a des pelures comme ça au fur et à mesure, on part de l'espace public jusqu'au logement, et ces étapes intermédiaires, nous, on a essayé voilà, de les raccommoder. Donc, il y a eu d'abord ces choix-là de grands appartements, de jardins d'hiver, de raccommodement avec l'espace public. Et puis, il y a eu un certain nombre d'entretiens en vis-à-vis, comme avec un client particulier, pour faire des choix sur les appartements. Et une fois que les appartements étaient mieux définis, donc pour les définir, ça a été assez simple, nous, on a créé un vaste catalogue de toutes les typologies possibles et imaginables, de toutes les configurations possibles et imaginables en fonction de la trame constructive qu'on avait un peu esquissée. Et à partir de là, ça a été de la palabre. On a négocié, on a fait 3, 4 entretiens avec les habitants individuels pour voilà, déterminer ce qui correspondait le mieux à leur manière d'habiter. Et à la fin, on a créé des patrons et chaque habitant, tout seul, a réalisé comme ça la maquette de son logement et l'a mis dans cette grande structure d'accueil que l'on avait réalisée. Et donc, concevoir un appartement, un logement, c'est aussi concevoir du détail. Et c'est ce détail-là qui va faire aussi que le logement sera singulier. Voilà, par exemple, ici, on a l'appartement de Josiane Philippon. Josiane Philippon, elle, voilà, elle avait une demande. Alors là, on retrouve hein, les traits généraux de tous les appartements, c'est-à-dire on a la distribution là en haut par coursive. La coursive est extrêmement large, hein, elle fait 3 mètres. Avec la partie à petit point, qui est une partie publique, la partie sans point, qui est la partie privée, donc que chaque habitant peut utiliser comme il veut. On a des appartements extrêmement vastes. En gros, ils font 30% de plus que les plus grandes typologies habituellement pratiquées en logement social. Et en plus, on a un vaste jardin d'hiver vitré, ici, qui n'est pas chauffé, qui est un espace qui est habitable, on va dire, 10 mois de l'année, qui fait donc toute la largeur de l'appartement sur 3 mètres de profondeur et qui est doublé d'un petit balcon pour l'entretien. Voilà, et donc, cette habitante, Josiane, elle, entre autres choses, mais c'est ce qui nous a marqué, elle voulait une fenêtre dans sa salle de bain. Déjà, elle voulait une salle de bain, ce qui n'était pas forcément le cas de tout le monde. Et en plus, elle voulait une fenêtre. Et donc, on lui a fait une salle de bain avec une fenêtre qui donnait sur l'extérieur. Alors ici, on a un plan aussi singulier, mais tous les plans sont singuliers puisqu'on n'a pas deux plans pareils.
on a une dame qui habitait avec son fils adolescent. La gestion de l'adolescence est toujours un moment compliqué. Est-ce qu'on a encore un enfant attaché à la famille? Est-ce qu'on est un jeune adulte détaché? Et cette problématique-là, elle exprimait extrêmement bien. Et nous, on a réfléchi à comment on peut habiter avec sa mère sans habiter avec sa mère. Et donc, la chambre de l'adolescent, ben, elle est là. Elle est ici. C'est cette chambre-là. Et vous remarquez une chose, c'est qu'il n'y a pas de porte avec l'appartement. Donc, pour rentrer dans sa chambre, eh ben, l'adolescent, il sort dans le jardin d'hiver et il rentre ici dans sa chambre. Et juste le fait de ne pas mettre de porte, ça a suffi à qualifier différemment cet espace-là, en sachant que bah, le jour où cette dame n'est plus locataire, bah, on rajoute une porte, c'est pas très compliqué, ça peut redevenir un logement entre guillemets normal, sans singularité particulière. Voilà, ici on a une grande typologie. Alors ça, c'est un T5. La singularité de celui-là, ben, c'est qu'il a une double hauteur, hein. C'est-à-dire que le séjour ici, il a 5,40 m sous plafond, il est extrêmement vaste, et il est doublé lui aussi d'un jardin d'hiver, qui aussi est en double hauteur, avec des parois vitrées ici, qui sont des coulissants normaux, hein, sauf qu'avec un système de poulies et de cordes, on peut ouvrir toute la façade. Donc ça devient une espèce d'immense décapotable, c'est là aussi comme la deux chevaux, hein. Et là, on a voilà l'exemple, un exemple qui nous fait beaucoup rire parce que ce monsieur, donc, là, lui aussi, a été invité à réfléchir à son appartement et on lui présente parmi notre vaste catalogue un modèle d'appartement qui nous semble coller à peu près à sa vie et donc on discute avec lui, voilà, on travaille et puis on n'arrive pas à modifier notre plan initial et puis au fil des discussions, en fait, il me dit non mais votre plan initial il va très bien. Il me dit ben oui mais bon c'est participatif quand même, faut l'adapter, il faut faire quelque chose. Bah, en fait, non, ça lui allait tellement bien qu'on n'a jamais pu y toucher. Voilà, donc la fin de la période de conception arrive. On a beaucoup mangé, en fait, hein, parce qu'à chaque réunion plénière, chacun apportait des éléments, des aliments, je veux dire, et on a beaucoup mangé. En particulier, on avait une habitante qui était très forte en pâtisserie, qui faisait des gâteaux absolument somptueux, qui a même recopié la police de caractère spécifique de l'opération, c'est dire. Et donc, ensuite, le chantier s'est lancé. Voilà, ça, c'est l'image du permis qu'on a déposé. Et ça, c'est la photo de drone qui s'est faite peu de temps après la réception. Voilà, le chantier. Donc là, on voit bien la structure poteau-poutre, hein. On a des planchers béton, des poutres et des poteaux en béton, contreventés par un escalier. Tout le reste, c'est du cloisonnement léger. C'est un bâtiment qui, de par les contraintes qu'il avait, est extrêmement économe aussi en matière de ressources. Le processus participatif ne s'est pas arrêté au moment du chantier. On a continué, on a organisé en particulier un repas de chantier dans lequel tout le monde a été associé, la maîtrise d'ouvrage, les ouvriers, les compagnons, les habitants, tout le monde. Et, et ben là, on a pu constater aussi que voilà, un plombier qui pose une baignoire, il la pose pas de la même manière s'il connaît la personne pour laquelle il pose cette baignoire. Voilà des visites au cours de chantier avec les enfants. C'est là aussi extrêmement intéressant pour les locataires parce qu'ils se rendent compte aussi de la difficulté de réaliser un bâtiment, que ce qu'on peut des fois ne pas comprendre, ben là, trouve une explication et c'est extrêmement précieux. On voit là au-delà l'espace classé boisé. Voilà, ça c'est un peu avant la réception. Le parking. Et ça, c'est quelques mois, voire même quelques années après la réception. Le parking qui a repris sa place avec la dalle au-dessus et la ferme urbaine. Ce parking, voilà, c'est juste avant que les voitures arrivent. Nous, on y tenait beaucoup. On tenait à ce que les pratiques reviennent et on a eu la satisfaction de voir que, en fait, elles sont revenues tout de suite sans qu'on ait quoi que ce soit à faire et que les enfants se sont remis à jouer au foot au milieu des voitures. Sauf que maintenant, ils le font à l'abri. C'est quand même beaucoup plus confortable. Voilà, on a, alors ça, c'est une photo juste après, juste avant que les habitants arrivent. On a une ambiance comme ça de sous-bois dans ce parking qui est assez agréable en fait, surtout en été. C'est assez frais. Avec, voilà, là, c'est un petit point singulier qui nous fait rire, c'est-à-dire qu'on a à la fois une réglementation handicapée qui nous dit qu'il ne faut pas d'obstacles sous les escaliers, et à la fois le bailleur social qui nous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de détritus qui puissent s'accumuler dans ces endroits-là. Donc, on a fait une espèce de butte qui ressemble un peu à une pièce d'art contemporain à du Laurence Werner. Bon, voilà, c'était assez drôle. L'entrée, important, donc on a un banc, voilà, qui invite à s'asseoir avec un miroir.
Et cette entrée, ben voilà, on ne sait plus trop si on est dans le parking, si on est dehors, si on est dedans. Et c'est volontaire. On est toujours dans cette idée d'oignon, d'éléments comme ça, de l'espace public jusqu'à l'espace privé, qui se déclinent. L'arrivée sur le parvis, voilà, donc ça c'est avant l'installation de la ferme urbaine, avec des arbres comme ça qui poussent à travers. Et cette vue, donc sur cet espace classé boisé, donc on est vraiment sur un promontoire qui domine comme ça cet espace. De l'autre côté, voilà ce que ça donne, c'est-à-dire qu'on est dans un parc et on a aussi l'émergence de ce bâtiment. Le site, pour nous, ça a été très important de le stratifier, hein, de ne pas recommencer une table rasa. Donc voilà, par exemple, le candélabre, il y avait le candélabre du parking, ben, on a construit le bâtiment autour. Bon, en fait, pas tout à fait, on les a enlevés, mais l'idée, c'était surtout de garder ces candélabres qui forment aussi une part de l'identité du lieu. Et ces candélabres, ils sont encore fonctionnels, donc quand il y a une fête, quand il se passe quelque chose, on allume le candélabre et voilà, et la fête peut se dérouler. Sur le Redal, là, comme je disais, donc les habitants et nous-mêmes, on était assez désireux d'amener là aussi cette mixité fonctionnelle, cette mixité programmatique. Et donc là, il y a assez naturellement une crèche, en fait, un jardin d'enfants qui a trouvé sa place pour les enfants du quartier. Donc c'est important parce que les parents amènent leurs enfants, ils viennent récupérer leurs enfants. Et donc voilà, cet espace devient petit à petit un espace public et c'est très, très important. Et voilà, la petite fille avec sa robe rose qu'on trouve absolument extraordinaire. Voilà, ce jardin d'enfants qui est en vis-à-vis de la ferme urbaine où les habitants viennent cultiver leurs lopins de terre. Voilà, ça crée tout de suite des liens, ça crée des connivences. Ça, c'est un local aussi qu'on a en Redal qui au départ était prévu pour accueillir des entreprises ou des professions libérales et puis bon, finalement que le bailleur a récupéré pour faire des conférences ou pour faire des lieux d'exposition ou de coworking. Les enfants, alors c'est assez drôle les enfants parce qu'on y revient souvent et pour cause, c'est-à-dire que pendant le processus participatif, c'était évidemment surtout les maires qui s'occupaient de concevoir le logement. Donc il y avait des réunions le soir assez souvent. Et c'est vrai que nous, on a été très prévenants, c'est-à-dire qu'on s'est dit pour que les mères puissent assister aux réunions, il faut qu'on fasse garder les enfants. Donc on a prévu un système de garde d'enfants. C'était une erreur, en fait, puisque de fait, on a exclu les enfants du processus participatif alors qu'ils avaient peut-être des trucs à dire. Par chance, ils ont trouvé leur place et ils se sont absolument appropriés non seulement le bâtiment, la ferme urbaine, mais le quartier. C'est-à-dire que comme ils allaient dans l'école qui est juste à côté, ils ont ramené leurs copains et ces copains, ils ont joué ensemble et en fait, ils ont créé réellement une greffe, la greffe humaine, si je puis dire, la greffe sociale, elle est énormément passée par les enfants. C'est-à-dire qu'au départ, cet ovni, en quelque sorte, qui arrivait sur un parking, il a été naturalisé par la pratique, par les enfants, puisque les enfants ont amené les parents, que les parents ont connu les parents des autres enfants, etc., etc., et que du coup, ça a créé une réelle synergie. Là, on voit, voilà, la ferme urbaine, 9 mètres carrés donc par habitant, ce qui est beaucoup en fait hein, en milieu urbain dense, avec des habitants qui sont très attachés à leur potager, qui ils travaillent beaucoup, qui récoltent aussi beaucoup. Voilà, là on a une vue, je crois que c'est au sixième étage ou au cinquième étage, sur une coursive, donc elle est très large. La partie à droite est la partie publique, donc là on ne doit rien entreposer, c'est la partie vraiment dans laquelle les résidents du lieu peuvent circuler. Et à gauche, on a une partie privée dans laquelle voilà, on peut poser une table, on peut poser ce qu'on veut en fait, et on ne s'en prive pas visiblement. Voilà une autre vue de cette coursive. Et puis en bout de coursive, des habitants évidemment la privatisent, on va dire un peu, ou du moins se l'approprient peut-être un peu plus qu'ailleurs, avec voilà des fois un véritable envahissement de végétation, mais tout ça est quand même très agréable pour eux. L'intérieur des logements, donc on le voit, hein, les finitions sont extrêmement brutes, c'est-à-dire que oui, on a réussi à récupérer des ressources par le fait de ne pas mettre de parking, par le fait de construire au-dessus du parking, on a économisé beaucoup de ressources. Pour autant, ça ne nous permettait pas de payer des appartements aussi grands. Donc, au cours du processus participatif, on a demandé aux habitants de faire des choix sur les finitions, sachant que pour nous, le but de ces finitions brutes, c'était pas forcément que de faire des économies, mais aussi d'enlever ce qui n'était pas strictement indispensable, ce qui ne participait pas, selon nous, au confort d'habiter. Voilà. Donc, on a des bâtiments, des logements extrêmement bruts, mais des surfaces immenses, avec à chaque fois des modes d'habiter différents en fonction des habitants.
Voilà, ici, on a une grande typologie avec une double hauteur. Et là, on a un petit T2. Petit fait quand même 65 mètres carrés de mémoire, plus le jardin d'hiver, voilà, qui est traversant. Celui-là, en plus, il est situé en pignon. Voilà, des appropriations très différentes suivant l'histoire des gens, suivant ce qui se passe, avec des jardins d'hiver qui sont appropriés, qui sont aussi extrêmement vastes. Donc là, on voit, là, ce jour-là, c'était fermé, mais cette partie-là s'ouvre, donc tout s'ouvre. Donc là, on est vraiment dehors, au sixième ou au septième étage. Voilà, encore une petite typologie, si je puis dire. Et voilà, là, ça, c'est la fenêtre qu'on a, côté, la façade qu'on a côté Grand Parc. Donc là aussi, qui donne à voir sans phare. Hein, c'est vraiment, il se laisse lire. Il ne cache rien, ce bâtiment. Il est extrêmement honnête, on va dire. Et donc, c'est toute la partie des coursives qui s'expose. Voilà, avec cette rampe extrêmement large qui permet un accès sur, sur la ferme urbaine, non seulement pour créer une continuité urbaine, voilà, cette rampe, elle est publique, elle est pratiquée par les habitants et par les habitants du quartier. Elle permet aussi d'amener de la terre, elle permet aussi de faire plein de choses sur la ferme urbaine. Voilà, avec un habitant qui cultive son jardin. Et derrière, c'est la façade, voilà, des enfants qui, voilà, comme les coursives sont très larges, ben, ils font des courses de vélo et tout ça est extrêmement vivant. Il se passe toujours quelque chose. C'est un lieu qui est en perpétuelle ébullition, qui est en perpétuelle communication aussi, puisque les habitants se parlent énormément. C'est pas le paradis, il y a des conflits, il y a des problèmes, mais au moins ces problèmes sont exposés, ils ne sont pas larvés, ils sont pas sous-jacents. Et ça, c'est extrêmement important selon nous. Voilà, d'autres enfants. Et voilà la façade. Donc, celle-là, c'est la photo relativement récente, hein. Voilà, la façade, elle n'est pas réglementée, c'est-à-dire que les habitants s'expriment, s'exposent comme ils ont envie qu'on les voit, comme ils ont envie que leur vie soit aussi, la partie de leur vie soit montrée. Par exemple, ils font sécher du linge, sachant qu'à l'intérieur, on a des vastes jardins d'hiver dans lesquels ils pourraient faire sécher le linge. Bah non, ils ont choisi de l'afficher là. Et on se dit, après tout, c'est aussi leur choix. Et donc, pour nous, c'est important de respecter ce choix-là. Voilà encore une image où on a cette culture qui progresse bien. On a mené avec l'Université de Bordeaux une étude pour voir quel type de substrat pouvait être utilisé. Voilà, une parcelle de façade, si je puis dire. Et enfin, voilà une fiche récapitulative un peu de ce projet qui a été une aventure donc, qui a duré 4 ans, qui a été une aventure extrêmement riche pour nous et qui, selon nous, devrait être d'ailleurs une manière de faire les projets dans tous les cas, c'est-à-dire que ce qu'apporte cette démarche participative, c'est surtout la création d'un groupe social. Et ce groupe social-là, il perdure. Ça fait 5 ans maintenant que le projet a été livré. Et 5 ans après, on a toujours, même si certains sont partis, d'autres sont arrivés, et voilà, il y a eu comme ça des mouvements, on a toujours ce noyau social qui permet de délivrer à cet endroit un lieu vraiment singulier. Et ça a été possible parce qu'une maîtrise d'ouvrage, à un moment donné, s'est posé la question justement du logement social et pas juste du logement, c'est-à-dire comment on vit dans un lieu et pas juste abriter les gens. Et ça a été possible parce que des habitants aussi ont été ouverts à cette discussion, même si ces habitants lambda, leur seule spécificité, c'est qu'ils étaient déjà locataires dans le parc locatif d'Aquitanis, le bailleur, pour justement parer toute éventualité. C'était quand même un projet très expérimental. Cette expérience a fonctionné. La question, la seule question en fait qui se pose maintenant, et la seule et unique question, c'est pourquoi il n'y en a pas plus? Pourquoi les bailleurs sociaux publics? Pourquoi les bailleurs privés ne réalisent pas des opérations sur ce thème? Ça a coûté plutôt moins cher qu'une opération normale. Ça a été plutôt plus rapide. Pour nous, notre part, la seule interrogation qui nous reste, c'est celle-là. Pourquoi ne pas en faire plus? En tout cas, je vous remercie d'avoir donné à voir ce projet et j'espère que on vous aura fait partager cette aventure.